Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler d'Elon Musk qui crée sa start-up sur l'intelligence artificielle. Voilà. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 17 avril 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end reposant et tout et tout. Comment ça va ce matin? Salut Yves, salut Samuel, salut Surnewt, salut Oxymore. Et merci Oxymore, 33e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Néo, 9256 également, 29e mois d'abonnement. Ça n'arrête pas, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Mathieu, 404 pour ton 31e mois d'abonnement. Dis donc, ce matin, ça y va. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci OJV Next Gen pour ton 22e mois d'abonnement. Merci Grolb pour ton 36e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Et le train de la hype vient de démarrer. Comme ça, voilà, dès le début. C'est pas beau, ça. C'est pas un beau lundi matin, ça. Merci Jean-Phi pour ton 12e mois d'abonnement. Grand merci à toi. Merci Pulse pour ton 17e mois d'abonnement. On est déjà dans le niveau 2 du train de la hype. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Marion dirait, mais arrêtez-vous. Moi, non, je dis continuez. Parce que moi, j'entends la compta Nowtech derrière. Merci Sansax73 pour ton 14e mois d'abonnement. Merci Pagus pour ton 16e mois d'abonnement. Merci beaucoup les contributeurs du matin. Merci. Attention de ne pas écrire en majuscule dans le chat. To love. Tu t'es pris un petit coup derrière les oreilles. C'est la rage, ce train, tout à fait. Le train de la rage. Nous, c'est pas les Ouigo, c'est les Ouirages. Nos trains. Tant que c'est pas des mirages, ça va. Ça va. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On a un sommaire plutôt léger ce matin. C'est le week-end, il n'y avait pas énormément de news que j'ai trouvé hyper intéressantes. Plutôt que de racler les fonds de tiroir, j'ai préféré garder que le meilleur. Et si je pars pas trop dans les graviers, ce qui risque d'être difficile, je vous l'accorde, on aura peut-être le temps de faire un petit cornfac un petit peu plus long que d'habitude. Tout à fait. On va regarder tout de suite le sommaire ensemble. On va effectivement commencer par Elon Musk qui crée une start-up d'intelligence artificielle basée, surprise, X.AI. Voilà, ça c'est fait. C'est un article de 20 minutes. Nous parlerons ensuite, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé, je savais que ça vous manquait. Non, c'est pas les NFT, on va parler de crypto, Bitcoin, Ethereum et altcoin. Pourquoi le cours des crypto-monnaies remonte en flèche? On croyait que c'était fini les cryptos, que c'était mort, que plus personne n'en achetait, que les crypto-bros noyaient leur chagrin dans des verres crypto. Mais non, ça reprend. Pourquoi donc? Je vous l'expliquerai. 9 000 € pour abandonner... attendez, pardon, juste. C'est un article de Phone Android, l'article sur les cryptos. Un article de Numérama, 9 000 € pour abandonner les iPhones pour toute la vie, qui dit oui, attention. C'est pas ouvert à tout le monde. Il faut que vous ayez un iPhone. Et vous n'aurez pas vraiment 9 000 €. C'est plutôt une question qui est posée par le milliardaire Warren Buffett. Lui, il estime que les gens n'abandonneraient pas leur iPhone pour toute la vie, même pour 9 000 €. On fera un petit sondage.
Nous parlerons également de Google Maps qui dégaine 4 belles nouveautés qui vont vous faciliter la vie lors de vos balades. C'est un petit article, mais comme c'est un petit peu le printemps que ça commence, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque c'est Google Maps dans les parcs, justement, dans les parcs nationaux. Bon, pour l'instant, c'est que aux États-Unis, mais ça devrait arriver en France. Et nous terminerons avec un article hautement sensible, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce qu'un préservatif USB? Et pourquoi vous en avez besoin? Est-ce que c'est un préservatif connecté? Pas du tout, mais je vous expliquerai à quoi sert ce préservatif USB. Voilà en tout cas pour les nouvelles du jour. J'espère qu'elles vous vont. J'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le Kawa. Le Kawa est lancé, il est tout chaud dans la tasse. Merci Tie for Win pour ton 2e mois d'abonnement. Merci To Love pour tes 500 bits. Le train de la hype est en niveau 3. Installez-vous confortablement. Les hôtes et les hôtesses, les stewards et les hôtesses vont passer avec des cookies, du lait, du café, du thé. En tout cas, dans vos têtes, si vous avez de l'imagination. Et l'imagination, ça n'a pas de prix. Je ne sais pas pourquoi je dis tout ça, mais c'est dit. Que dalle, oui. Olek, quelle est cette réaction? Ah oui, non, Olek, il ne veut pas les 9 000 €. C'est ça, hein. C'est ça le problème. Ok. Je vous rappelle 2 choses aussi, avant de commencer, qui sont importantes. Première chose, le week-end prochain, n'oubliez pas qu'à partir de 18h vendredi, nous serons en ligne, en live, tout le week-end, jusqu'à dimanche minuit. On dormira un petit peu, hein, quand même, je pense. Hein, on sera peut-être pas là 24 heures sur 24 quand même, hein, parce que sinon, on va pas être beau à voir dimanche à minuit. Mais on sera en ligne, on sera en live. Pourquoi? Pour le Battle for live caritatif pour handicap international et premier de cordée. Ça y est, ça triche déjà. non, je pense pas qu'on sera. On fera quand même petite pause sommeil. On fera des relais aussi parce qu'on a la chance d'être 2 avec Guillaume, mais je pense pas que le live à 4h du matin soit vraiment. On verra. On est ouvert à tout. Il va y avoir plein de surprises, il va y avoir plein de trucs, ça va être super bien. Je suis pas du tout prêt, je sais pas ce qu'on va faire, enfin très peu, mais ça sera vachement bien. Voilà. Et justement, lundi prochain, ça c'est important, lundi prochain, il n'y aura pas de mug. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on va démonter une partie du setup pour le Battle for. Le Battle for se termine à minuit le dimanche. On va pas, je vous le garantis, avoir l'énergie pour remonter le setup dans la nuit, préparer un mug et renchaîner le lendemain matin à 6h du matin. Ça va pas le faire, donc on se laisse quand même le lundi pour remonter le setup et reprendre le mug mardi. Donc lundi, il n'y aura pas de mug. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Oui, 8 heures pour tout remonter, ça passe. Et préparer le mug aussi. En fait, c'est pas tant le remontage, sauf je pense qu'on va être bien claqué. Remonter le setup à 2h du matin, déjà, je le sens pas. Parce que le temps qu'on rentre, qu'on ressorte tout des valises, qu'on remonte, ça va faire 2h du matin. Je sens pas trop le setup à 2h du matin. Et après, il faut préparer un mug. Donc, ça veut dire se coucher à 4h du matin, à peu près, pour se réveiller à 6, pour faire le mug. Comment vous dire que je le sens pas du tout, cette histoire? Ouais, les démontages, oui, on est assez rodé en ce moment avec les inondations et tout ça, ouais. Voilà. Bon, c'était pour vous partager ça. Notez, donc, ce week-end, on est en live tout le week-end. Il va y avoir plein de surprises, des trucs complètement incroyables. Tellement incroyables que j'y crois pas. Et vous non plus. Et lundi matin, il n'y aura pas de mug, par contre, exceptionnellement. Voilà. On va attaquer peut-être quand même l'article du jour. Au lieu de faire des brèves qui durent 3 heures.
Merci Vlad Josiane pour ton 22e mois d'abonnement. Merci Baron Marutan pour ton 22e mois d'abonnement. Merci Pat Xirine pour ton 3e mois d'abonnement. Ça n'arrête pas ce matin. Merci Tay for Win pour ton 2e mois d'abonnement. Je crois que je l'ai déjà remercié. Merci Olivier Roessel pour ton 12e mois d'abonnement. Nous sommes dans le niveau 4 du train de la hype. C'est incroyable. Que de bonheur, que de plaisir. Nuit blanche, tu peux supporter. Nuit blanche, aucun problème. Mais nuit blanche, après, on va dire, presque 40 heures de live non-stop, je le sens pas. Voilà. On va commencer, on va effectivement parler d'Elon Musk, hein, je sais que ça vous fait plaisir. Elon Musk crée une start-up d'intelligence artificielle baptisée X.AI. C'est pourtant l'un des premiers détracteurs de l'intelligence artificielle. Elon Musk a fondé en mars une nouvelle entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, baptisée X.AI, et basée dans le Nevada, d'après un document officiel du registre des sociétés enregistrées dans l'État américain. Le document officiel enregistre que X.AI, daté du 9 mars 2023, indique un seul directeur, Elon Musk, et un secrétaire, Jared Birchall, qui est l'ex-banquier de Morgan Stanley, qui gère la fortune du multimilliardaire, selon le FT, ça doit être le Financial Times, tout à fait. Selon des sources anonymes, cette entreprise a déjà recruté Igor Batuchkin et Manuel Croix, tous deux passés par DeepMind, la branche d'IA d'Alphabet, maison mère de Google. Il aurait aussi acheté quelques 10 000 processeurs graphiques, hein, beau petit achat de cartes graphiques, des ordinateurs nécessaires pour entraîner les modèles de langage, c'est-à-dire la fondation des systèmes d'IA générative. Elon Musk avait pourtant signé le mois dernier un appel à faire une pause dans la recherche des intelligences artificielles de dernière génération. Des centaines de signataires évoquent différents risques liés à cette technologie et s'interrogent en ces termes. Est-il souhaitable de développer des esprits non humains qui pourraient au final nous dépasser en nombre et en intelligence et nous remplacer ? Elon Musk a cofondé OpenAI en 2015, avant de quitter l'entreprise en 2018. Il a depuis critiqué la société, estimant notamment dans un tweet en décembre dernier qu'elle entraîne l'IA à être woke, terme désignant une frange de la gauche américaine, c'est-à-dire à mentir. Ah là 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 là, sacré Elon. Alors, écrire une lettre en disant... Les gars, il faudrait freiner les progrès en intelligence... Alors, il faudrait freiner l'intelligence artificielle, ça va trop vite. Et derrière, fonder son entreprise d'intelligence artificielle, moi, ce que je lis, c'est « Eh les gars, je suis à la bourre avec mon entreprise, j'avais pas vu le vent tourner sur l'IA, je veux me faire de la thune, donc freinez un coup, là, pendant 6 mois, juste le temps que ma société se monte et que je puisse être dans la course, quoi. » C'est vraiment... De toute façon, quand on est à ce niveau-là d'indécence, c'est... Ouais, ça ne me surprend absolument pas d'Elon Musk. On n'arrive même plus, comme vous le dites, hein, on n'arrive même plus à être choqué. On a l'habitude... En fait, on a quand même l'impression que Elon Musk se sent très confortable dans son nouveau rôle de super vilain, en fait. Ça lui va comme un gant. J'ai l'impression qu'il s'épanouit beaucoup, le garçon, dans ce rôle-là. Alors, il avait une image controversée avant l'achat de Twitter. Il y avait déjà eu pas mal d'histoires autour d'Elon Musk. Mais à ce niveau-là, non. Là, c'est un peu... Oh, ouais, ma répute, j'en ai rien à foutre. Tant qu'on parle de moi tous les jours, let's go. Let's go, let's go. Manquerait plus qu'ils nous disent que les pyramides conduisent les... Non. Je m'étais promis de ne pas la faire, celle-là, aujourd'hui. Bah, j'ai pas l'impression qu'Elon Musk ait toujours été comme ça, quoi. Alors, peut-être qu'on l'entendait moins. En pleine crise d'adolescence, ouais. En tout cas, il y a...
Vraiment, bon, on avait déjà dit que cette histoire de faire une pause dans l'intelligence artificielle, c'était pas la solution. De même, et je vous ai expliqué mon... Pardon, excusez-moi, je m'étire un petit coup. Ah, dur le lundi matin. Je vous ai déjà expliqué pourquoi ces histoires de l'intelligence artificielle va nous remplacer. Le mot remplacer est un mot qui génère du clic, qui fait peur. Mais c'est pas, le principal problème de l'IA. Et deuxièmement, c'est pas ce qui va arriver. C'est pas, à proprement parler, un remplacement, en fait. Ça, c'est ce qu'on veut nous agiter les extrêmes droites, certains entrepreneurs, pour nous faire flipper, parce que nous faire flipper, ça génère du clic, le clic, ça génère du fric, hein, vous le savez. Voilà, nous, on vous a déjà expliqué ce qu'il y a de dangereux avec l'IA, mais ce qu'il n'y a de pas dangereux, et c'est pas un freinage de 6 mois qu'il faut, c'est au contraire une accélération de la législation. Il faut encadrer. On n'arrêtera pas l'IA. Et il ne faut pas qu'on arrête l'IA. Je ne vais peut-être pas partir dans des milliers d'explications. Je ne pense pas qu'il faut arrêter l'IA. Et surtout, ce n'est pas possible de l'arrêter. On ne peut pas remettre le génie dans la bouteille. Ça ne marchera pas. Par contre, il faut l'encadrer très sérieusement. Au même titre qu'on a encadré assez rapidement l'énergie nucléaire, au même titre qu'on a encadré assez rapidement, et je sais qu'il y a des débordements, je sais que c'est pas parfait, mais la génétique, c'est pareil. On n'a pas arrêté la recherche génétique, on l'a encadré pour éviter certains dérapages. Et ben, il faut faire la même chose avec l'intelligence artificielle. Oui, on en a parlé vendredi, du Rassemblement national qui vous fait peur avec l'IA en ce moment en parlant du deuxième grand remplacement par les intelligences artificielles. Voilà, c'est typique des peurs qu'on peut générer avec cette notion de remplacement. On va l'entendre cet après-midi quand sa fusée va décoller. Oui, je n'ai pas parlé des news, effectivement. C'est quand même fou la vie qu'il a. Et je dis pas ça d'une manière admirative. T'es là à faire les plus grosses fusées du monde, construire des trucs d'IA. Ouais, on a vraiment l'impression qu'il est sorti d'un livre de comics, Elon Musk. Et il aime bien ça. Lex Luthor, tout à fait, exactement. Tout à fait, tout à fait. Voilà, y a-t-il tellement d'autres choses à dire? Je sais pas. Après, là, puisqu'on parle des dangers de l'intelligence artificielle, décréter que l'intelligence artificielle est trop woke et qu'on va construire une IA basée sur la liberté d'expression façon Elon Musk, ça veut un peu dire qu'on va construire une IA d'extrême droite, quoi. Actuellement, c'est ça. C'est un petit peu ça. On en a tellement dit sur lui. Bah oui, non, mais il est... Après, si on analyse d'un point de vue relation presse, on peut parler d'Elon Musk tous les jours, il y a un truc à dire. Il fait décoller une fusée, il fait de l'IA, il fait un scandale, il réhabilite Trump, il tombe à bras raccourcis sur les woke. Bref, il a ses petits chevaux de bataille là, et puis tranquillo, quoi. Tesla également. C'est Tony Stark en plus dark avant sa rédemption. Ouais, la rédemption se fait attendre. Surtout que les seules parties woke de l'IA viennent des ébauches de régulation qu'ils mettent en place. Oui, tout à fait. Il y a de ça. Et je dirais que le principal problème des biais des IA, c'est pas le wokisme. Le principal biais, c'est que ça a été créé par des hommes blancs. Et les biais, en fait, les biais des créateurs se retrouvent dans l'IA. Et ça, on l'a prouvé maintes fois. Sur des problèmes, effectivement, de misogynie, de racisme, etc. On sent bien que l'IA, les modèles sur lesquels ont été entraînés l'IA, sont des modèles avec des biais. Ça, c'est un gros problème de l'IA. La boîte noire, c'est-à-dire les biais, sur quoi on les a entraînés et comment fonctionne l'IA.
le fameux problème de la boîte noire, où même les ingénieurs qui ont bossé dessus savent pas bien vous dire pourquoi ça répond ça ou ça. Ça, c'est un vrai problème. Bref. Ah, ça, j'ai pas suivi les poèmes pour Mélenchon, mais pas pour MLP. L'IA, déjà, j'ai pas trop suivi cette histoire, Kakashi. En gros, aujourd'hui, l'IA a quand même certaines règles, et notamment de ne pas, en tout cas de base, je suis en train de m'apercevoir qu'il y a un problème de micro. Vous avez peut-être le son en double. Bougez pas. Non, l'autre micro était ouvert. Je pense pas que ça me chopait, mais j'ai préféré couper le deuxième micro. On avait oublié de le couper. Oui, juste pour dire, l'IA est entraînée à ne pas propager des messages de haine. Donc voilà. Après, logiquement, Musk est un peu obligé de faire de l'IA. Alors ça, c'est le deuxième truc dont je voulais parler assez rapidement. Parce que Musk est obligé de faire de l'IA, il peut pas le balancer, genre c'est Tesla, avant d'être propriétaire. En fait, on va connaître à travers l'industrie de la tech un faux mot, un fear of missing out. Tout le monde, et on l'a vu, Amazon vendredi annonçait son IA, tout le monde va annoncer sa petite sauce IA, parce que sinon les investisseurs vont flipper que ces entreprises prennent du retard dans cette nouvelle révolution en fait. Oui, mais je pense Kakashi, c'est un peu ce que j'ai répondu, Kakashi. C'est qu'aujourd'hui, de manière, on va dire, certainement primitive et sans nuance, et ça demande du travail, les partis d'extrême droite sont considérés par l'IA des partis qui propagent des messages de haine, des messages racistes et des messages sur l'intolérance, ce qui pour l'instant n'est pas notifié pour les partis de gauche et d'extrême gauche. Voilà. Et c'est un biais, je suis d'accord. À quand l'évolution de Siri? Pour l'instant, Apple est très silencieux sur ces histoires d'IA. Je pense que Apple, dans sa grande tradition, attend de voir un petit peu comment le vent tourne. Donc, on verra. On verra. Ne glissons peut-être pas sur des histoires politiques, extrême gauche, extrême droite. Tous les extrêmes, c'est de la merde, de toute façon. Voilà. C'était mon seul message, unique message politique du jour. Les extrêmes, c'est de la merde. Passons à ce qui était de la merde, mais peut-être qu'il l'est moins aujourd'hui, c'est les cryptos. Et oui, c'est le grand retour des cryptos, effectivement. Voilà, il l'a dit, tout à fait. Bitcoin, Ethereum et altcoin, pourquoi le cours des crypto-monnaies remonte en flèche? Un Bitcoin à plus de 300 000 dollars, de 30 000 dollars, pardon. Un Bitcoin à plus de, j'anticipe, un Bitcoin à plus de 30 000 dollars, un Ethereum à plus de 2 000 dollars. On n'avait pas vu ça depuis plus d'un an. L'année 2022 a été sanglante pour les investisseurs en crypto-monnaie. Dans un marché déjà baissier, un bear market, le cours des altcoins a plongé jusqu'à moins 90% sur certains tokens. Le top 10 a été malmené, souffrant des scandales de Terra Labs, souvenez-vous, Luna, tout ça, FTX, souvenez-vous aussi, Celsius, Bitcoin, on sait, le Bitcoin, non pardon, je comprends. Bitcoin, le roi des crypto-monnaies, a emporté avec lui les autres crypto-monnaies, alors que les gouvernements cherchent à réguler ces marchés décentralisés, que l'inflation s'envole et que le coût de l'énergie et des matériaux explose. Donc, certains d'entre nous qui suivent ça de loin, on s'est dit, bon bah, c'est fini les cryptos, c'était une mode. Eh bien non,
le Bitcoin remonte autour des 16 000 $ en début d'année. Le Bitcoin a franchi le cap des 30 000 $. Comme on nous le rappelle dans le chat, n'oublions pas qu'à une époque, il était à 61 000 $. Donc, il n'est pas remonté à ses niveaux les plus hauts initiales. Mais c'est quand même une belle remontée entre 16 000 $ et 30 000 $. Si vous l'avez acheté à 16 000 et que vous le revendez aujourd'hui à 30 000, ça fait une jolie petite plus-value. Hein. Ça fait presque un x2 quand même. Donc il est remonté à 30 000 $ depuis le 11 avril, une cote exceptionnelle que le roi des crypto-monnaies n'avait pas côtoyée depuis juin 2022. Sur ces 7 derniers jours, le Bitcoin réalise une croissance de plus de 8 € alors que la conjoncture n'est pas florissante. Malgré l'arrivée du printemps, les États-Unis et l'Europe souhaitent réguler le marché, l'inflation plombe les économies, la guerre en Ukraine persiste, le marché des énergies s'envole et il y a la crise des retraites en France. Non, c'est moi qui ajoute. Rien de bien joyeux. Avec la volatilité extrême de ces derniers mois, certains ont tout vendu. Mais alors, pourquoi le Bitcoin remonte? Voilà, on part dans les explications. Avec la volatilité extrême de ces derniers mois, certains ont vendu leurs cryptos, avec souvent des pertes, mais beaucoup font du hodl. Hodl, c'est hold on for dear life. En fait, c'est aussi c'est hold, mais écrit façon Internet, hodl, c'est-à-dire ne pas vendre comme si la vie en dépendait. On l'a déjà vu, on avait décortiqué certains phénomènes autour des cryptos, notamment, souvenez-vous de GameStop, c'était le mot d'ordre. Hodl à tout prix. C'est-à-dire garder ses cryptos, même quand ça tombe, on ferme les yeux, on respire un grand coup et on attend que ça remonte. Voilà, c'est un peu... Il y en a beaucoup, effectivement, dans les petits investisseurs qui préfèrent, et c'est pas forcément un mauvais choix, de se dire, quitte à perdre, autant ne pas vendre. Mais comme je vous l'ai souvent expliqué en parlant d'investissement, le problème, c'est les gens qui achètent à crédit les investissements, ils sont un peu obligés de vendre quand ça chute. Parce qu'après, leur crédit, ça coûte de l'argent tous les jours. Bref, on ne va pas rentrer dans les mécanismes, mais voilà. C'est pour ça que je vous dis, n'empruntez, mais alors jamais d'argent pour placer quoi que ce soit. Emprunter pour placer, là, c'est un tout autre level de game. N'y allez pas, à moins que ça soit votre métier, mais en tant que particulier, ne faites jamais ça de votre vie, quoi. Ça, là, vous commencez à toucher à des choses extrêmement dangereuses. Quand vous commencez à emprunter de l'argent pour acheter soit des actions, soit de la crypto, j'ai même envie de dire d'une manière générale, quand vous investissez même dans la pierre, essayez d'emprunter le moins possible, c'est jamais une mauvaise idée. Voilà, ça c'est dit. Vous connaissez ma position par rapport à l'emprunt et aux banquiers. Les investisseurs ont davantage confiance dans le Bitcoin, encore plus que dans les altcoins. On les appelle les Bitcoin maximalistes. Ils croient dans le concept de blockchain, décentralisation, autorégulation, et particulièrement dans le projet Bitcoin, ancienneté, rareté. La guerre en Ukraine a même accéléré l'adoption du Bitcoin directement et indirectement. Face à des monnaies fiat, alors ce ne sont pas des monnaies faites par un constructeur d'automobile à l'origine italien. Hein. Les monnaies fiat, c'est les devises qui sont émises par chaque État. Hein. État ou regroupement d'États. Le dollar est un fiat. Je ne crois pas me tromper en disant ça. Oui, c'est les banques centrales, en fait. Donc, face à des monnaies fiat qui se dévaluent avec l'inflation galopante et le bon vouloir des banques centrales, tout le monde cherche une valeur refuge pour préserver son capital. Traditionnellement, la pierre, le fameux investissement immobilier, et les métaux précieux revendiquent le titre de valeur refuge. Hein. La montée de l'or en pleine crise, vous connaissez bien ce phénomène. L'or a pris plus 50% en dollars et même plus 70% en euros en l'espace de 5 ans. Mais conserver des Napoléons ou des lingots est risqué. Tout le monde ne peut pas creuser un trou au fond de son jardin. Les cryptos sont plus liquides. Donc, les cryptos sont un peu vus, même si on a démontré que les cryptos ne sont pas une excellente valeur refuge. Mais les cryptos ont un avantage sur d'autres valeurs refuge traditionnelles comme la pierre ou l'or. C'est qu'elles sont plus fluides à utiliser, à bouger, quoi.
vous balader avec un sac à dos plein de lingots d'or, c'est pas génial. Et une maison, ça se revend pas aussi facilement. Ta Punto vaut des sous. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Les cryptos, c'est quand même assez risqué. Ah, mais de toute façon, bon, je vais refaire mon message. Je termine l'article et je referai mon message de prévention. La réussite du roi des cryptos profite bien évidemment à tout le marché crypto, notamment à l'Ethereum, son digne vassal. L'optimisme autour de l'Ether s'explique pour des raisons techniques et psychologiques. L'Ethereum a réussi sa mise à jour Chapella. Chapella est en fait la contraction de deux mises à jour distinctes, Shanghai et Capella. Cet update est une étape intermédiaire conduisant au passage du réseau POW, Proof of Work, à un réseau POS, preuve de l'enjeu. C'est un peu technique, mais on ne va pas rentrer dans les explications. En gros, le réseau Ethereum va devenir une blockchain plus écologique, car beaucoup moins gourmande en énergie. Au-delà de la progression et de la mutation du réseau Ethereum, la mise à jour Chapella agit directement sur les investisseurs. Elle va permettre aux détenteurs d'Ethereum de retirer leurs fonds. Il faut en effet se rappeler que les Ethers étaient bloqués depuis The Merge, amorçage de la transition, c'est-à-dire depuis septembre 2022. Les investisseurs ne pouvaient pas revendre leur Ethereum. C'est là que la psychologie rentre en jeu. Plusieurs experts s'attendaient, à partir du moment où il y avait cette mise à jour Chapella sur l'Ethereum, que les investisseurs en Ethereum se mettent à revendre tout de suite, puisque ça faisait depuis septembre 2022 qu'ils ne pouvaient pas vendre. Eh bien, c'est l'effet inverse qui se passe. Les investisseurs, petits comme les gros, sont optimistes, puisque le cours a dépassé la barre des 2000 $ juste après l'annonce Chapella. Depuis, elle diminue doucement, mais demeure au-dessus des 2000 $ au moment où nous écrivons ces lignes. Donc l'Ethereum, c'est plutôt bien maintenu. Le marché des crypto-monnaies est réputé pour sa volatilité. C'est des montagnes russes dans les cryptos. Dans tous les cas, la santé du Bitcoin et des Ethereum profite également aux altcoins. Les prises de position de la Fed et du gouvernement américain seront encore décisives pour casser les hésitations des crypto-monnaies. Alors, comme je vois que ça réagit beaucoup, et c'est normal, hein, vous demandez investissement, etc. Je vais essayer d'être très simple pour ceux qui n'y connaissent rien. Il y a une chose qui doit être extrêmement claire dans votre tête, parce que je vois, il y en a qui disent « vive le livret A », etc. L'argent qui dort à la banque, qui ne rapporte rien, c'est pas une bonne chose. Mais à partir de là, vous avez déjà deux grandes options, qui ne sont pas antinomiques. Et ça, c'est très important à retenir. Vous avez l'épargne, et vous avez le placement. C'est deux choses complètement différentes et pas mal d'entreprises ont essayé de créer la confusion pour rassurer les gens. Comprenez bien la différence fondamentale entre de l'épargne et du placement. C'est hyper important à comprendre et c'est très simple. L'épargne, c'est garanti. Vous ne perdrez pas votre argent. Alors c'est limité, on ne peut pas mettre des sommes... Vous pouvez pas mettre un milliard d'euros en livret A. Pas possible. Mais voilà, l'épargne, c'est garanti. C'est-à-dire, même en cas de gros problèmes ou de dévaluation, il y a une garantie sur l'argent que vous y mettez. C'est, on va dire, des bas de laine, mais au lieu de mettre l'argent sous votre matelas ou au fond de votre jardin, vous le mettez à la banque. Cet argent est assuré, il est garanti, vous ne le perdrez jamais. Et il va vous rapporter un tout petit peu. Et c'est la contrepartie. L'épargne, c'est quelque chose de garanti, votre argent est protégé. Par contre, il va gagner un tout petit peu. Voilà. C'est 22 000 maintenant, je crois, le livret A. 22 500 ou un truc comme ça. C'est pas 27 000, ça c'était avant. Après, vous en avez d'autres, hein, le livret de développement durable, etc. Attention, les banques ne garantissent que 100 000. Oui, mais le livret A, par exemple, il est à 22 900 €. Vous ne pouvez pas mettre plus de 22 900 € sur un livret A. OK ? Non, je ne vais pas faire une sponsor sur mon petit placement. Là, ça serait indécent, Flonflon.
J'ai le libéralisme décent, monsieur Flonflon. Bon, ça, c'est l'épargne. Et contrairement à ce que certains croient, l'immobilier, mettre de l'argent dans l'immobilier, ce n'est pas de l'épargne. Même si c'est un placement qui peut être relativement sûr, ce n'est pas de l'épargne. Donc ça, c'est l'épargne. Ensuite, vous avez le placement. Le placement, là, vous décidez que votre argent, vous voudriez qu'il fructifie un petit peu plus. Donc, tout ce qui est placement, ça va être actions, OPCVM, assurance vie, immobilier, crypto, etc. Okay, ça, c'est des placements. Comprenez bien qu'un placement, vous n'avez pas ou très peu de garantie. C'est-à-dire, vous risquez de perdre cet argent. Ayez-le toujours en tête. Même dans l'immobilier, même si le risque est faible, il existe. Vous pouvez perdre de l'argent, voire perdre tout votre argent dans des placements. Voilà. Si vous ne comprenez pas cette différence fondamentale entre l'épargne et le placement, ne faites jamais de placement. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Si vous commencez à placer de l'argent en disant c'est de l'argent dont j'ai besoin mais je veux le faire fructifier, vous êtes mort. Vous êtes ce qu'on appelle un cochon sur le marché. Les cochons qu'on égorge, c'est les petits porteurs qui se font égorger régulièrement par les cryptos, par les actions, par tous ces trucs-là. Voilà. La contrepartie, c'est qu'un placement peut vous rapporter beaucoup plus d'argent que l'épargne, mais vous pouvez en perdre beaucoup plus aussi. Voilà, c'est donnant-donnant. Et plus le risque est haut en placement, plus vous risquez de perdre, mais aussi plus vous risquez de gagner, puisque la prise de risque, elle est maximale. Et bien, les cryptos se placent très haut dans la prise de risque. C'est-à-dire que vous voyez des bascules spectaculaires, des gens qui ont fait 500%, 1000% par rapport à leur capital d'origine en placement en crypto, mais ça, c'est ceux qui vous font rêver. Mais on a vu aussi que ceux qui avaient acheté à 60 000 € la crypto, aujourd'hui, ils ont perdu la moitié de leur argent s'ils revendent aujourd'hui. Voilà. Donc, la règle, il y a 2 règles extrêmement claires. Ne jamais placer de l'argent dont on a besoin dans sa vie. Désolé, la caméra bouge. Il y a un câble. Ah oui, je sais pourquoi. Ce câble ne doit pas toucher la table. Sinon, il vibre avec la table. Ne jamais placer de l'argent dont vous avez besoin dans votre vie, hein, en placement. Vous pouvez l'épargner, mais ne le placez jamais. Et la deuxième chose, et vraiment, vraiment, écoutez-moi, à moins que ça soit votre métier, n'empruntez jamais d'argent pour faire des placements. N'empruntez jamais de l'argent, mais pas qu'à la banque, hein, même à côté de vous. N'empruntez jamais de l'argent pour faire des placements. Aussi sûr que soit le placement. C'est comme si vous empruntiez de l'argent pour jouer au tiercé. Quelque part. Voilà. Si tu as trop d'argent et que tu peux pas le placer, bah tu le laisses dormir sur ton compte. Hein. Y a pas de problème. Hein. Ce conseil ne marche pas pour l'immobilier. Moi, je dis ce que je pense de l'immobilier. C'est un marché, même si les risques sont beaucoup plus bas que de la crypto. Voilà, l'immobilier va peut-être se situer sur les placements les plus sûrs, mais ça reste du placement. Moi, je donne quand même un conseil, si vous pouvez, après ça dépend des revenus de chacun, etc., mais acheter en empruntant trop d'argent, vous augmentez les risques. Voilà. En fait, tu conseilles le livret A. Si vous faites de l'épargne, rien ne vous empêche de faire des placements. Si vous faites des placements, rien ne vous empêche de faire de l'épargne. C'est 2 démarches complètement différentes. C'est 2 démarches radicalement différentes. Moi, j'ai de l'épargne, moi, j'ai des placements. J'ai les 2. Tous les œufs dans le même panier. Enfin, voilà, vous connaissez tous les vieux dictons autour de ça. Oui, je sais qu'on est obligé d'emprunter, mais ça dépend combien tu empruntes de ton capital. C'est ça, acheter un bien immobilier très très cher en empruntant énormément d'argent, d'abord ton bien va appartenir à la banque. De toute façon, ça appartiendra toujours à la banque, hein, avec l'hypothèque, mais quelque part, tu vas mettre tellement de temps et tu seras tellement endetté que tu te verrouilles quand même et tu augmentes tes risques.
Moi, c'est mon conseil perso hein, sur l'immobilier. Hein. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'en France, on a des limites d'endettement pour les ménages. On ne vous laisse pas emprunter, à plus d'ailleurs, ça risque de changer pour relancer le marché de l'immobilier qui est en train de baisser en ce moment. On est en train de faire un cours de placement, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Voilà. En France, on est quand même protégé par rapport aux États-Unis où les taux d'endettement sont beaucoup plus hauts. En France, on ne vous laissera pas emprunter trop d'argent. Jusqu'à vous mettre vraiment dans la merde, quoi. Bref, voilà, c'était mes petits conseils d'investissement du jour, mais l'investissement est quelque chose de très personnel, donc c'est une décision que vous devez prendre vous, et n'écoutez jamais... Vous pouvez écouter des gens qui vous parlent d'argent, mais les décisions, c'est vous qui les prenez, c'est vous qui les assumez. Voilà. J'ai de l'épargne en crypto. Stop. Alors, tu vois, là, Daz chez Wish, tout le temps que j'ai pris, c'est justement pour arrêter cette notion qui est extrêmement dangereuse. Vous ne faites pas d'épargne avec de la crypto. Il n'y a pas d'épargne en crypto. Tu ne peux pas mettre de l'argent en crypto et te dire c'est de l'épargne. Parce qu'alors, dans le genre, zéro garantie de récupérer ton argent à la fin. Ah, t'es arrivé après. Non, ne confondez pas le mot épargne et le mot placement. C'est hyper important. Et justement, un des gros problèmes de la crypto, c'est que des petits porteurs, on leur a fait croire que la crypto était un placement, justement une valeur refuge, une valeur d'épargne. Non, c'est absolument pas une valeur d'épargne. Bref, j'en profite avant de passer à l'article suivant. Merci Wormhole Theory pour ton 33e mois d'abonnement. Merci Flo645 pour ton 25e mois d'abonnement. Tous les deux, c'est pas de l'amour, c'est de la rage. Merci Eros pour ton 14e mois d'abonnement. Merci Flonflon pour ton 21e mois d'abonnement. Un grand merci. C'est ni de l'épargne, ni du placement, hein, les subs, mais ça fait vachement plaisir. Merci Olivier Rossel pour ton 12e mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs ce matin. Merci Wormhole Theory, je l'ai déjà remercié ou pas? 33e mois d'abonnement. Oui, je crois que je t'ai déjà remercié ou pas. Mais en tout cas, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Les subs, c'est de l'investissement. Non, je ne vais pas vous mentir, il n'y a aucun retour sur investissement quand vous subez. Le sub, c'est l'achat de quelque chose, vous en retirez du plaisir, j'espère, de la satisfaction de soutenir un projet, mais il n'y aura aucun retour sur investissement, si ce n'est le plaisir de nous voir tous les matins. Voilà. Je place mon argent sur Guillaume, autant dire que je suis inconscient. Alors tu vois, Flonflon, je parlais des placements, donc tu as l'immobilier. Dans le plus dangereux, tu as la crypto. Et au-dessus de la crypto, mais bien au-dessus de la crypto, il y a Guillaume. Tu es presque sûr de perdre ton argent. Hein. C'est presque une assurance d'échec de placer sur Guillaume. Voilà. C'est plus du placement, c'est de la rage. Allez, justement, on va continuer à parler d'argent, hein, émission très capitalistique hein, ce matin. 9 000 € pour abandonner les iPhones toute une vie. Qui dit oui? Attendez avant de répondre. C'est le milliardaire Warren Buffett déjà qui vous propose ça. Les fans d'Apple sont régulièrement tournés en dérision à cause de leur affection sans limite pour les produits de la marque à la pomme. Pour Apple, néanmoins, la fidélité est un atout incommensurable. Le milliardaire Warren Buffett en est persuadé. Il dit « Si vous êtes propriétaire d'un iPhone, attention, c'est la condition sine qua non, vous devez être propriétaire d'un iPhone, et que quelqu'un vous offre 10 000 $, schématisons 9 000 €, avec une seule contrainte, c'est que vous donnez votre iPhone que vous avez actuellement et que vous ne rachetez plus d'iPhone dans votre vie. » Vous n'en achetez plus dans votre vie. C'est ça la condition. Hein. Eh bien, selon Warren Buffett, le taux de satisfaction d'Apple est tellement haut que la plupart des gens refuseraient.
Alors, il faut savoir quand même que Warren Buffett dit pas ça dans le vent, puisqu'il détient actuellement pour 137 milliards de dollars d'actions Apple. 137 milliards de dollars d'actions Apple. Une firme en laquelle il croit beaucoup. Il apprécie notamment le leadership de Tim Cook, qui a remplacé Steve Jobs après sa mort en 2011. Je crois que Tim Cook est l'un des PDG les plus classes qui existent. Il comprend le business. Il a un produit que Steve Jobs a certes inventé, ce qui est déjà débattable, mais Cook a réussi à gérer l'entreprise d'une manière extraordinaire. Là-dessus, n'ayant pas la fortune de Warren Buffett, même pas 1%, même pas 0,01% de la fortune de Warren Buffett, je suis néanmoins d'accord avec lui. On a tendance souvent à cracher sur Tim Cook en disant « Ouais, il n'est pas innovant, il n'est pas fun, il n'est pas cool, Steve Jobs, c'était tellement mieux ». Je continue à penser que Steve Jobs n'aurait pas pu amener Apple là où Apple en est aujourd'hui en termes d'entreprise. C'est Tim Cook l'artisan de la position qu'a Apple aujourd'hui. Bref, l'écosystème fermé d'Apple est considéré par ses détracteurs comme une faiblesse, mais c'est aussi une force pour fidéliser les utilisateurs et les utilisatrices. Posséder un iPhone peut vouloir dire différentes choses pour différents propriétaires. Certains le considéreront comme un gage de bon goût, les produits sont esthétiquement bien finis et l'expérience utilisateur est volontairement fluide et simplifiée. D'autres parleront des avantages en termes de protection de la vie privée, tandis que d'autres encore apprécieront le signal de richesse qu'il leur envoie. Les smartphones Apple peuvent facilement dépasser les 1 000 € pièce. Donc, effectivement, mais Brandon a fait une vidéo intéressante là-dessus où il nous a interrogé pourquoi on utilisait des iPhones, nous les créateurs de contenu. On a des raisons diverses. Ça peut aller effectivement, alors là je ne parle pas des créateurs, mais en règle générale, quelqu'un peut aimer avoir un iPhone parce que c'est un signal extérieur de richesse. Quelqu'un peut aimer parce que c'est fiable. Quelqu'un peut aimer parce que c'est joli, les produits Apple. Voilà, on a tous un petit peu des raisons différentes d'être accro, on va le dire, hein, à l'écosystème Apple. Il y a aussi, et ça, ne pas oublier, l'écosystème Apple, qui est effectivement une cage dorée et qui est un frein pour certains. Les bidouilleurs n'aiment pas Apple parce qu'on est enfermé dans une cage, mais cette cage est extrêmement confortable. Entre AirDrop, Apple Pay, FaceTime, d'autres applis aussi hein, dont on parle moins. Je vous ai fait une vidéo récemment sur Rappel. MindNode aussi, qui n'existe que... moi, en tout cas, mes applis favorites n'existent que sur iOS. Moi, aujourd'hui, c'est certainement mon frein majeur qui m'empêcherait d'utiliser un Android au quotidien. C'est vraiment que les logiciels sur lesquels je travaille le plus n'existent pas dans ces environnements-là. Et qu'il n'y a pas d'équivalent. MindNode, il y a des trucs qui ressemblent, mais c'est pas aussi bien que MindNode, par exemple. Donc cet écosystème, on peut s'en plaindre quand on n'est pas dedans, mais quand on est dedans, il est quand même super confortable, hein, cet écosystème. Et ça devient un atout très important pour Apple, hein, cet écosystème. On a parlé de la fameuse lutte entre les bulles vertes et les bulles bleues. Il faut savoir, même si c'est un peu moindre en France, mais aux États-Unis, il y a un vrai phénomène, chez les jeunes notamment. Si tu es dans une conversation et qu'il y a quelqu'un qui se met à parler avec une bulle verte, c'est pas trop bien vu en fait. Donc c'est très à la mode d'avoir un iPhone et d'avoir les bulles bleues en fait. Et là-dessus, Apple a eu un trait de génie. Différencier par un code couleur les gens qui ont un iPhone dans les messages et les gens qui ont un Android ou un autre système, ça a été un coup de génie. Et aujourd'hui, on en avait déjà parlé. Non, les jeunes s'en foutent pas. Va voir les études. Pinto, tu te trompes. Va voir les études aux États-Unis. Énormément de jeunes sont hypersensibles aux États-Unis à ce phénomène des bulles bleues et des bulles vertes. Hein, c'est comme si tu portais des baskets qui n'étaient pas de la bonne marque, qui est à la mode à ce moment-là. C'est exactement ce type... Alors, il y a eu un sondage que je n'ai pas initié. 9 000 € pour abandonner votre iPhone. Eh bien, 78%, vous refuseriez d'abandonner votre iPhone pour 9 000 €. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme.
perso, je suis au lycée, c'est totalement ce genre de problème, tu vois. Donc, de dire les jeunes s'en foutent, c'est pas comprendre les jeunes. Je pense effectivement, et les jeunes de tout temps ont été très sensibles au phénomène de mode, quoi. Mais non, mais ça a toujours été le cas. Moi, à mon époque, si t'avais... C'était quoi qui était à la mode? Je sais plus, moi. Mais enfin, si t'avais un... Je me souviens de la honte quand je suis allé à l'école avec un pull Tex. Tex, c'était la marque de Carrefour, là. Comme je me suis chié la honte. Après, j'ai décousu mon truc, quoi. Non, la tectonique, j'étais déjà vieux, hein. Ah oui, les Walkman. Si t'avais pas un Sony, un Walkman Sony, là, les étanches, les jaunes, espèce de gros ringard. Les écharpes Burberry aussi, moi, c'était très à la mode à mon époque. Alors que maintenant, si t'as un pull Lidl, ouais, mais Lidl est redevenu classe. Comme à mon époque, Tati était assez classe, hein, d'avoir du Tati. Ah, le Perfecto, ouais, ouais. Et puis, il fallait avoir le vrai Perfecto. Il y avait la marque Chevignon aussi. Donc, tu avais les imitateurs de Chevignon, les Chevipagnons. Vous avez conscience que ce deal, ça veut dire aussi accepter 9 000 € pour accepter de se faire traquer toute votre vie pour vérifier que vous ne trichez pas. Oui, il y a un peu ça, ouais. Mais j'essaie de trouver dans la tech ce qu'il y avait à la... Bah, nous, il y avait les baladeurs CD, quoi. Le top du top, c'était d'avoir un baladeur CD. Moi, j'en avais un. La tête de lecture sautait tout le temps. C'était horrible. La batterie, ça durait 1 heure. Mais qu'est-ce que j'étais fier de mon Walkman CD. Po. Ah, je me frimais. Hein. Je frimais avec mon... Non, le Nokia, nous, on avait... alors... C'est gentil de me rajeunir, hein, les gens. Hein. Mais moi, quand j'étais très jeune et soumis à ces phénomènes de mode, on n'avait pas encore les téléphones portables. Hein. Il n'y avait pas encore les téléphones portables. Ouais, il y avait les shock-proof après dans les lecteurs CD, ouais. Ouais. Les tatous, bah, pour rien vous cacher, mon premier stage, j'ai bossé sur une campagne pour le concurrent des tatous. C'était Kobe. N'existe plus du tout maintenant. Je crois que c'était Bouygues derrière Kobe. Et c'est là que vous voyez, j'étais déjà... Enfin, mon premier stage, je l'ai fait à 18 ans. Non, 17, je sais plus. Tatou, c'était des pagers en fait. C'était avant les portables. On pouvait s'échanger des messages avec des petits pagers en fait. Merci Léotsu pour ton 27e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci La Pluche également pour ton 10e mois d'abonnement. Merci Eto pour ton 17e mois d'abonnement. Merci IllumiZ pour ton 6e mois d'abonnement. Merci Ronaldo 97 180 pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Wormhole Theory pour ton 33e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Je crois que j'avais remercié déjà. Ouais, c'est bon. On avait des ordinateurs, par contre, c'était les premiers ordinateurs, mais non, on n'avait pas encore des téléphones portables. Il y avait encore le Minitel, il n'y en avait pas encore Internet. Fun fact, ton numéro tatou fonctionne toujours, mais ne le donne pas, oui. Ne donnez jamais vos numéros de téléphone ou même vos vieux numéros de tatou et tout ça. Un chat, c'est public, hein, les gars. Hein. Ne balancez pas vos mails ou vos trucs comme ça, quoi. Putain, on est là à faire des articles sur la vie privée. Les mecs, si vous voulez me joindre... ouais, mais quand même, même si tu t'en sers pas, faites gaffe avec ce genre de truc. Faites gaffe avec ce genre de truc. Parce qu'il est encore lié à toi. Donc si quelqu'un l'utilise pour faire d'autres choses, ce numéro est encore lié à toi.
Sinon, allez-y, hein, ouais, donnez vos codes de carte bleue, hein, moi je prends. Bref. Allez, on continue dans les articles. Je traîne un peu trop ce matin. Et déjà 8h54, j'ai fait que 3 articles. C'est le problème quand on n'a pas beaucoup d'articles, hein, on prend son temps. On va parler de Google Maps et on va parler du printemps. On va parler des petites balades, aller se balader à la campagne. Faites bien vos vaccins si vous sortez de Paris hein, pour aller à la campagne. Prenez votre passeport. Ha ha ha, les bonnes blagues sur les Parisiens qui n'y connaissent rien à la campagne, qui ne savent pas que c'est le lait vient des vaches, etc. etc. Allez-y, lâchez-vous sur les blagues. Bref, là j'ai dégoupillé tout le monde là. Bref, si vous allez à la campagne et que vous allez faire des balades hein, chez les campagnards, et ben maintenant Google Maps va devenir l'outil indispensable lors de vos balades dans les grands espaces comme les parcs nationaux. Plusieurs nouveautés importantes dont profiteront en premier les utilisateurs américains. Oui, ça ne va pas arriver tout de suite en France. Guide idéal, Google Maps vous indiquera les endroits les plus populaires d'un parc, attractions, terrains de camping, centres d'accueil, départs de sentiers, Wi-Fi, hein, j'espère qu'il y aura le Wi-Fi quand même en pleine nature. Le géant californien prend l'exemple de l'Old Faithful, le fameux geyser du parc de Yellowstone, que j'ai vu d'ailleurs petit, hein, mais que vous en foutez, mais je vous raconte quand même une anecdote sur ma vie, qui profite d'une mise en exergue visuelle, voir la photo ci-dessous. Ah. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, c'est les screenshots. Ouh, ils apparaissent bien lentement. Voilà, donc vous aurez vos chemins comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, Google Maps, il n'est pas très fort en forêt. Hein. C'est pas son point fort. Moi, j'utilise d'autres apps d'ailleurs quand on fait des balades. J'utilise d'ailleurs une autre app aussi pour les balades en vélo. J'utilise Komoot pour les balades en vélo parce que Google n'est pas fiable. Et d'ailleurs, anecdote, hein, une fois en Bretagne, on suivait Google Maps pour revenir de Carnac en vélo. Et alors déjà, alors là, vraiment l'anecdote du Parisien total. Je dis à Marion, si, c'est par là, c'est ce que nous dit Google Maps. On passe à toute vitesse, enfin à toute vitesse, hein, limité à 25 km/h, mais on prend un virage. Et on passe, et il y avait des gens en train de manger, mais quasiment presque au milieu de la route. Tu vois, il y avait la table de pique-nique. Donc, nous, on va, ah, bonsoir, tu sais, et on passe à côté. Et en fait, on s'est retrouvés dans la cour d'une ferme, comme de cons, tu sais. Et les gens qui nous regardaient, genre, oh, c'est quoi ces Parisiens là il nous avait envoyé sur un chemin qui depuis était fermé, quoi. Et après, il nous a envoyé dans un champ de maïs. On a vu des biches, c'était joli. Mais par contre, on ne peut pas traverser le champ de maïs, quoi. Donc, voilà. Absolument pas fiable du tout, Google Maps, pour les petits chemins de traverse, on va dire. Donc, ils vont renforcer ça. On pourra aussi télécharger, ça c'est vachement bien, on pourra télécharger des cartes offline, et ça c'est indispensable quand on fait de la rando. Donc ils ont décidé voilà, de se renforcer là-dessus. Je me suis dit que c'était quand même une bonne petite news. Ça devrait arriver en France. En tout cas, il y a 11 parcs nationaux en France. On espère que ça arrivera d'ici la fin de l'année 2023 en France. Voilà. Il y a des gens qui ont construit sur des chemins communaux. Ouais, tout à fait. Alors moi, depuis, pour le vélo, j'utilise plutôt une app qui s'appelle Komoot, qui est... il y a du crowdsourcing, donc les gens, effectivement... Après, je ne veux pas leur faire une pub particulière, parce que je ne sais pas si c'est ça de mieux, mais tu as AllTrail aussi. Ola qui me... Attends, je vais voir si je peux l'afficher, Ola, une seconde. Qui nous fait une carte de France. Hop. Alors, attends. Yep.
Voilà. Alors, voilà la France selon les Parisiens, selon Olek. Alors, pour les Parisiens, home. Et encore, je suis pas d'accord, parce que là, dans ton point rouge, il y a la banlieue. Hein. La banlieue, c'est la jungle hein, pour les vrais Parisiens. Les zones jaunes, donc, c'est pour les vacances. La zone rose, c'est pour les week-ends et pour les grands-mères. Et tout ce qui est en vert, c'est là où il y a les vaches. Voilà. Donc tout le monde dit Komoot c'est cool mais c'est bien. Ouais, c'est payant par contre Komoot. Mais j'hésite pas à payer parce que je l'ai trouvé plutôt pas mal en tout cas dans la région où nous on fait du vélo. Maps pour les randos et la forêt. City Trail je connais pas. Outdoor Active je connais pas non plus. Vous êtes dans la zone vache. Ouais. Bah vous êtes des vaches alors. C'est Oleg qui le dit, hein. Moi je me serais pas permis. Hein. Je me permettrais pas ce genre de truc. Géo-vélo, perso. Faudrait que j'en essaye d'autres. Maps.me. Il n'y a pas que les Alpes pour le ski, ouais. Pour les Bruxellois aussi, la banlieue, c'est la jungle. Je ne sors qu'armé du Pentagone, ouais. Viso rando, c'est sympa. Je crois que nous, pour les randos, on avait utilisé... Il y a Trail dedans. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure. All Trail ou un truc comme ça. C'était pas là. Mais c'est vrai que c'est souvent payant. Hein. Souvent payant. Ils vont pas à Bayonne en vacances? Ah oui, c'est plus bas, ouais, Bayonne. Oui, c'est une carte extrêmement schématique. C'est vraiment une vision très primaire des choses, je trouve. Voilà. Et donc, les Lyonnais, c'est des vaches, d'après ta carte, Oleg. Strava, c'est bien aussi. Ouais, il y en a plein. Visio Rando, avec le mode hors ligne. LGN Rando, je crois que c'est ce que mon père utilise. IGN, ouais, mon père, il utilise ça pour la rando. Je crois que c'est les cartes. Mais les cartes sont payantes quand même, où il n'y a pas un truc. C'est ça, laissez-nous tranquilles surtout. Oh, on vous laisse tranquille, ça va, hein. Oh là là. Les moutons peut-être, mais pas les vaches. Pas les vaches. De toute façon, vous êtes toujours... Oh là là. De toute façon, je vais vous dire, pour vivre dans Paris, je connais extrêmement peu de vrais Parisiens. Tous les Parisiens viennent pas... Enfin, les Parisiens ne viennent pas de Paris. Il y a très peu de Parisiens nés à Paris, en fait, qui restent à Paris, en fait. Généralement, Paris est une ville de passage. On vient y passer. Il n'y a que moi qui m'accroche à Paris. Mais on vient y passer quelques années de sa vie, mais on n'y reste pas, en fait. Les rats, c'est des vrais Parisiens. Et les vrais Parisiens, c'est des rats. Non, mais j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas des vrais Parisiens, Nali Eric. Tu es un vrai Parisien. Faut être millionnaire surtout. Faut pas exagérer non plus, mais c'est vrai que ça coûte cher de vivre à Paris. Ton beau-père a toujours vécu dans le même immeuble à Paris. Non mais, regardez, moi, ça fait 30 ans que je vis à Paris, donc je sais qu'il y en a qui restent. Mais la plupart des gens que je connais sur Paris, ils sont restés 5, 10, 15 ans sur Paris, et après ils ont déménagé, quoi. Bah, j'aimerais bien voir les statistiques, mais je suis pas certain qu'il y a énormément de gens qui vivent plus de 15 ans à Paris. Après, généralement, ils vont acheter dans une ville pour faire grimper l'immobilier dans votre patelin. Voilà, c'est ça les Parisiens.
Ça, les Parisiens. Mais ça, je vous ai déjà dit, hein, c'est de votre faute. Hein, ça fait plus de 100 ans que vous nous gavez à dire on est tellement mieux, nous, dans nos petites villes où il fait bon, où les prix sont pas trop chers, le café, il n'est pas à 2 euros, on est trop bien, nous, on a du soleil, on n'est pas nerveux, nous, on sourit, on n'est pas comme les Parisiens. Bah ouais, bah forcément, au bout d'un moment, les Parisiens, ils ont envie de ça, ils viennent chez vous, ils achètent. Voilà, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Forcément, à dire que votre région, elle est trop bien, que votre ville, elle est trop bien, bah forcément, les Parisiens, ils arrivent. Moi, je vous l'ai déjà dit, faites comme Marseille. Marseille fait une communication très mesurée. Marseille, c'est chouette, mais en même temps, parfois, quand on voit ce qui s'y passe, on n'a pas forcément envie d'y déménager. Voilà. Marseille, communication maîtrisée. Les seuls malins, c'est les Bretons qui nous font croire qu'il pleut tout le temps. Ouais, tout à fait. Ça n'a pas suffi, hein, dans mon cas. Les Parisiens ont terraformé Lyon. Oh là là. Maintenant, c'est tout le temps pollué pour qu'ils puissent respirer. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Moi qui ai longtemps habité Grenoble, j'entendais la même chose sur les Lyonnais qui avaient complètement défiguré Grenoble. Et les stations autour de Grenoble. Nos grands ennemis, ce n'étaient pas les Parisiens, hein, c'était les Lyonnais. Hein, quand on était Grenoblois. Oh là là, puis quand les Lyonnais débarquaient dans les boîtes de nuit, là... Sale type. On se venge sur toutes les petites tribus autour. Bien sûr que je connais Kroll, ouais. Oui, je connais Kroll, ouais. Marseille, c'est pas pour moi. J'y ai grandi, du coup, pas de Marseille. Tu vis à Annecy. Ah, c'est joli, Annecy, c'est chouette. Ça y est, on va partir sur les villes de France. Le tiers des villes de France, il est 9h06, hein, les gars. Hein, je vous dis ça comme ça. Hein. Non, c'est vrai qu'Annecy, j'aime bien. Annecy, c'est chouette. Et il reste un article, tout à fait. Colmar, banger. Allez-y, défoulez-vous. Hein, allez-y, tout le monde fait la petite promo. Mais vous plaignez pas que les Parisiens débarquent chez vous. Hein. Si vous faites la promo de votre ville, soyez conscient de ce que vous faites. Vous allez faire grimper l'immobilier dans votre ville. Donc, encore une fois, faites comme les Marseillais. Une bonne com négative. Il n'y a pas d'inflation. Oh, si, il y en a quand même à Marseille. Mais... Ne venez surtout pas à Angers. Voilà, vous avez compris. Commencez à dire Strasbourg, c'est pourri. Hein, Lille, c'est à chier. Si vous voulez pas que les Parisiens débarquent. Villars-Bonneau, trop de vieux, ne venez pas. L'Ardèche, plus beau département, mais ne venez que pour les vacances. Ouais, petit malin, là, l'Ardéchois, on te voit venir avec tes grandes oreilles. À Colmar, j'ai pris 10 kilos en un week-end. Strasbourg, c'est rempli d'alcooliques violents. Voilà, vous avez compris. Vous avez compris comment il faut faire. Toulouse, il fait trop chaud de toute façon. Puis elle n'est pas rose, la ville. On vous a menti. On vous a menti. Chez moi, il n'y a que des coqs, des cochons et des vaches. Ne venez pas, les Parisiens, tout à fait. Oh bah Guillaume, c'est le premier à dire qu'il fait trop chaud hein, maintenant à Toulouse. Hein. En vrai. La Bretagne, c'est... non mais je vous confirme, la Bretagne, c'est absolument pourri. Hein. On n'y voit rien. Et honnêtement, la bouffe bretonne, c'est très, très surcoté. Hein. À part du beurre sur du beurre avec du beurre... À Bordeaux, vous n'avez pas besoin. J'aime pas Bordeaux, moi. En plus, ils mettent du sel, les Bretons, dans leur beurre. Ça va pas, non. Allez, on termine.
Vous voulez que je vous parle du préservatif USB ou vous en foutez? Eh ben non, on va parler du préservatif USB. Qu'est-ce que c'est que l'USB? Le préservatif USB, a-t-il de la batterie? A-t-il un mode vibration? Vous pouvez partir sur toutes vos élucubrations. Ce n'est pas du tout ça. Je vous parlais justement la semaine dernière du juice jacking. C'est le fait de connecter votre smartphone aux bornes de recharge publiques. En effet, celles-ci peuvent être trafiquées par des hackers et pour vous pirater. C'était le FBI qui disait il vaut mieux éviter de brancher votre smartphone sur des bornes publiques de recharge, puisqu'elles ont été, pour certaines, hackées, et que le fait même de brancher le câble sur votre smartphone va permettre aux hackers de rentrer sur votre smartphone et de faire tout un tas de mauvaises choses. Pour être paré à toutes les éventualités, vous pouvez également utiliser un petit adaptateur si vous devez vraiment vous connecter à ces bornes publiques. Et ça s'appelle justement un USB data blocker ou un USB condom. Donc préservatif USB. En fait, ça se présente exactement comme ça. Et d'ailleurs, même la gendarmerie vous le conseille. 2 accessoires cyber-gendarmerie vous conseille 2 accessoires indispensables pour votre cybersécurité. Un USB data blocker ou un USB condom pour recharger sans risquer une infection de votre device et un porte-carte anti-NFC pour se protéger d'une fraude ou sans contact. Voilà, si vous voulez vraiment protéger effectivement votre data. Donc en fait, vous avez compris le fonctionnement. L'USB data blocker, c'est quelque chose que vous mettez au bout du câble comme ça. Là, vous voyez, ça c'est le truc rouge, et qui va laisser passer le courant, mais qui ne laissera pas passer le data en fait. Oh, vous trouvez ça dans toutes les bonnes crèmeries. Enfin, je pense que ça s'achète. J'ai pas regardé, mais ça peut s'acheter un petit peu de partout, Amazon, etc. Quoi. Toute la distribution. Sachez également qu'il y a Awesome qui, eux, ont carrément intégré ça à leur câble. Vous avez un petit interrupteur qui permet d'autoriser ou pas le data. Les banques disent qu'il n'y a pas de possibilité de piratage sur leur carte de crédit. Ils ont tort. La gendarmerie a raison. Alors, le risque n'est pas énorme, parce qu'il faut quand même, en NFC, que la personne soit juste à côté de vous pour éventuellement vous prendre de l'argent, mais elle peut. Je trouve ça dangereux que les banques disent le contraire. Oui, sinon vous pouvez aussi acheter un câble d'alimentation qui ne fait pas le data, mais je trouve que cette solution-là est assez élégante. D'avoir un câble, parce que parfois tu as besoin du data, et comme ça tu n'es pas obligé d'amener 2 câbles, et d'avoir un câble qui bloque le data quand on a besoin. Je trouve ça assez élégant. C'est pas un piratage à la carte crédit, c'est juste un abus du NFC. T'es banquier, gros, pour avoir une défense pareille. Tu serais pas banquier ? Ouais, le NFC, il y a un petit risque. Après, il faut pas psychoter. Je pense que... Enfin, faut pas psychoter. Je pense que vous risquez, je sais pas les probabilités, mais vous risquez peut-être plus de vous faire voler de l'argent liquide dans votre poche qu'un mec se balade avec un truc NFC. Alors si, peut-être dans certains coins où il y a beaucoup de monde, genre dans le métro et tout, c'est vrai que ça peut être un danger. Moi, personnellement, j'ai désactivé le sans contact de la plupart de mes cartes, parce que je fais tout avec l'Apple Watch. Et l'Apple Watch, ça, même si tu passes à côté avec ton machin, tu peux pas me prendre mes sous. Tu peux me prendre mon Apple Watch, mais tu n'auras pas accès à mes sous. Mais du coup, il y a le mode vibreur. Non, ceux qui ont cru que le préservatif USB, c'était un truc... non. Désolé, la news est décevante. Je vous ai déjà parlé de mon Apple Watch Ultra, exactement. THS. Oui, tu peux tout à fait désactiver le sans contact normalement sur la plupart des cartes.
Moi, je sais que quasiment toutes mes cartes, ça se fait. J'ai gardé quand même le paiement sans contact sur une ou deux cartes pour dépannage, mais elles ne sont pas rangées. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. En province, il n'y a que des sesterces, on ne risque rien. Ah bon? Vous avez dépassé le troc, Olek? Moi, je pensais qu'à Lyon, vous faisiez encore des échanges. Tiens, 3 fromages et tu me donnes des clous? Vous faites plus ça? Ah merde, moi j'avais commencé à acheter des colis fichets ici, à Paris, pour aller à Lyon. Ta banque n'a pas voulu te retirer le sans contact. Ah, porte-carte en alu. Oui, généralement, un désactiveur de NFC, ça marche plutôt pas mal. Hein. Non, par contre, vous sacrifiez toujours un Parisien pour que le TGV arrive à l'heure. Bah, ça marche pas trop, hein. Sacrifiez-en plusieurs. Chez nous, on paye avec des haricots. En Lozère, Tesla voulait mettre des bandes de recharge, mais finalement, ils ont installé des mangeoires à foin, plus rentables. Tout à fait. Voilà, en tout cas, c'est la fin des articles, il est 9h15. Je vous propose, nous n'avons pas de sponsor, hein, donc il ne va pas y avoir de sponsor, mais n'oubliez pas que les sponsors, quand il n'y a pas de sponsor, les sponsors, c'est qui? Bah, c'est vous. C'est vous. Sachez que vous pouvez devenir contributeur à la chaîne. Et contributeur n'est pas un vain mot chez Naotech. Vous avez des avantages. Je dirais que même c'est une forme d'aristocratie, de noblesse d'être contributeur parce que ça vous donne des privilèges. Vous avez notamment le privilège d'avoir un live contributeur qui est réservé aux contributeurs. Les pecnos ne peuvent pas rentrer dans le live contributeur, ceux qui ne contribuent pas. Il n'y a que les contributeurs qui ont accès aux portes dorées du live contributeur. Également, il y a un vide-grenier, petit nom champêtre qui sent bon le foin, le vieux grenier. Mais en fait, c'est une excellente manière de faire de très bonnes affaires, parce que c'est pas parce que vous êtes contributeur que vous n'avez pas besoin de bonnes affaires. Et justement, c'est un canal sur lequel nous, on revend tout notre matériel d'occasion. Donc, il y a des occasions incroyables à faire sur le Bon Coin. Vous voyez également des vidéos avant tout le monde, en avant-première, dans notre programme Contrôle Qualité, hein, notre production vous donne à regarder des vidéos avant même qu'elles soient diffusées au peuple, pour que vous puissiez donner votre avis sur les aspects techniques de cette vidéo. Est-ce qu'on a raté un enchaînement? Est-ce qu'il y a un problème de montage? Voilà, en fait, on se sert effectivement, c'est donnant-donnant. Vous voyez la vidéo avant tout le monde, mais vous nous faites des retours techniques sur cette vidéo. Voilà, en tout cas, c'est les principaux avantages, mais il y en a tellement d'autres que ça serait trop long à énumérer, de devenir contributeur sur la chaîne. Et j'en profite pour remercier les derniers contributeurs, les nouveaux contributeurs. THS TV pour ton 6e mois de contribution, Parose pour ton 6e mois, Mirou XP pour ton 13e mois de contribution. Merci Clément pour ton 24e mois. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Michalina, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu, pour ton 9e mois d'abonnement. Merci Electribe 45 pour ton 19e mois d'abonnement. Merci à vous, les nouveaux contributeurs du jour. Des ustensiles de cuisine aussi, je cherche une machine à jus. Non, je ne revends pas mes ustensiles de cuisine pour l'instant, mais ça viendra peut-être. Le live contributeur, c'est tellement élitiste que jeudi dernier, les manifestations ont essayé de rentrer. Tout à fait. Tout à fait, c'est le dernier bastion. C'est le dernier bastion. Jean Massier nous appelle Naoutech. Tout à fait, tout à fait. Il est en live là, Jean Massier? Tu dis ça maintenant ou il a dit ça dans un de ses lives? Ah, j'ai même pas vu l'intro pour Samuel vendredi dernier. C'était cool alors? Je sais pas ce qu'ils ont gardé de ce qu'on a enregistré. On a fait un petit peu les cons.
On a fait un petit peu les cons. Jean, on a parlé chez Sam à l'hebdo Étienne. Cool. Cool. Il a dit ça au début de l'émission de Samuel Etienne. Trop cool. J'ai le clip, mais je vais être censuré. Je verrai si Guillaume l'a récupéré, mais merci. Sur ce, est-ce qu'on passerait pas à un petit camp de fac, là? On a 10-15 minutes. On va faire un petit camp de fac des familles. Comme ça, vous pouvez me poser des questions. Je peux éventuellement y répondre. C'est beau, la vie. C'est le moment de poser vos questions. Si vous avez des questions sur des achats, sur la tech, sur d'autres choses aussi, hein. On peut continuer à faire le tiers des villes de France. Si ça vous amuse, c'est le moment un petit peu libre. Voilà, c'est là où on fait péter les boutons dans le camp de fac. Merci JBV01 pour ton Prime, 26e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. 9 000 € pour abandonner l'iPhone à vie. Ceux qui n'ont jamais eu d'iPhone gagnent combien? 0, niet, nada. Hein, ça marche pas pour vous, les 9 000 €. T'hésites à te prendre un porte-carte MagSafe. Celui d'Apple, il est caca pourri. N'achète pas celui d'Apple. Achète plutôt celui de Peak Design, il est bien mieux. Je vais te le montrer, si je l'ai là. Est-ce que je l'ai là? Yep. Oui, je l'ai là. Voilà, porte-carte, Peak Design, porte-carte, vous voyez, j'en ai pas mal, hein, des cartes. Bon, il y a ma carte Picard dedans, donc c'est pour ça que ça fait épais. Voilà, petit truc magnétique ici. Ça fait trépied aussi. Voilà, hop. Donc, si j'ai mon iPhone, voilà, porte-carte, Peak Design, trop la classe. MagSafe, bien meilleur que celui d'Apple. Celui d'Apple a très mal vieilli. Alors, il est un petit peu épais parce que j'ai énormément de cartes bleues, mais après, voilà. Il y en a des moins chers sans trépied aussi, oui. Après, franchement, vous savez que j'aime Peak Design. C'est quand même qualité, hein, parce que le truc, je l'ai depuis 2 ans maintenant. Il est dans ma poche avec des clés. Il n'y a pas une seule rayure sur le porte-carte. Alors, je suis d'accord que le magnet, maintenant, on le voit pas mal, mais aucune déchirure, rien. Le système marche comme au premier jour. Quand je vous dis que Peak Design, c'est pas de la merde, c'est pas de la merde. Le porte-carte d'Apple affiche un logo quand on le met et ça change tout. Peak Design, c'est P-E-A-K, comme un pic en anglais, pas pic en français, design. Peak Design. Quelle marque vous utilisez comme prise connectée pour HomeKit? Pour les prises connectées, Eve, on utilise des prises Eve ou des prises Philips Hue. La Royal Air Force, l'armée de l'air britannique. Ah, la RAF, oui, Royal Air Force. Salut, tu penses quoi de la RTX 4070? Est-ce qu'il vaut mieux attendre les autres cartes Nvidia? J'avoue que je suis plus du tout dans le game des cartes graphiques parce que moi j'utilise un Shadow pour jouer, donc je vais pas pouvoir te répondre. Je trouve ça très cher quand même ces cartes graphiques. J'ai eu une époque où il me fallait absolument la dernière carte graphique pour être trop content de récupérer 10 frames par seconde dans des résolutions indécentes. Je suis plus maintenant, tant que ça tourne mon jeu à 60 images secondes, pas forcément en 4K, enfin ça me va quoi. Voilà, c'est un peu ma position. Comment s'organise une journée type chez Nowtech? Mal. Non, une journée type chez Nowtech, une journée type pour moi, c'est lever 6 h du matin, je termine de préparer le mug que j'ai commencé la veille en préparation, de trouver des articles. Donc de 6 h à 7 h 30,
je fais ma toilette et je prépare le mug. À 8h, le mug démarre. Je termine entre 9h30 et 10h, généralement, le mug. Ensuite, alors, soit j'ai le temps et j'enregistre un TikTok, puisque vous pouvez nous retrouver. Je sais que ces derniers temps, on n'a pas été... le truc, c'est que j'avais un énorme bouton de fièvre aussi, donc j'aimais pas trop faire des TikTok, mais ça va reprendre les TikTok. Ça, généralement, j'enchaîne un TikTok juste après le mug. Après, ça dépend. Parfois, on a des réunions. Là, ce matin, par exemple, on a une réunion à 10h30. C'est la grande réunion de la semaine à 10h30 jusqu'à à peu près midi. Après, ça dépend de ce que chacun a à faire. Moi, c'est beaucoup d'administratif et d'écriture de vidéos et de tournage de vidéos. Voilà, donc ça dépend. Et les journées se terminent, on va dire, entre 6 et 8 heures. Ça dépend du boulot. Voilà. Est-ce que le Shadow fonctionne pour l'utilisation d'outils gourmands style Unreal Engine ? Faut faire l'essai, ça doit marcher. J'ai jamais essayé, ouais. Vaut mieux acheter une 6800 XT ou une 6950 XT en ce moment qu'une 4070. C'est le conseil qu'on donne. La keynote de Jérôme à 10h30 le lundi, exactement. J'adore les jeudis contributeurs. Non, mais c'est vachement... Moi, j'aime bien aussi faire les jeudis contributeurs. Parfois, ça me demande un effort parce que le jeudi est une journée très chargée pour moi, très chargée en réunion. Mais c'est quand même un plaisir de faire le jeudi contributeur. Quel délai pour avoir un shadow ? C'est quasi instantané maintenant, les shadows. C'est toi le patron ? Oui, c'est moi le patron. Lui dis pas, il va prendre la grosse tête. Voilà. Généralement, un patron, avant de prendre la grosse tête, il se prend d'abord les gros impôts, la grosse fatigue, les grosses charges mentales et le gros stress. Après, tu te prends la grosse tête. Honnêtement, je vais vous dire le fond de ma pensée, il faut être complètement con pour devenir patron. Je pense que les gens qui deviennent patrons peuvent pas s'empêcher parce qu'ils ont ça dans le sang. Mais franchement, pire métier du monde, quoi. Mais vraiment pire métier du monde. Vraiment. Je pense vraiment. Je suis souvent un viewer de l'ombre. Merci de sortir à la lumière, Miro. Non, patron égale pognon. Ouais, enfin, patron égale ruine aussi. On parlait tout à l'heure des placements et la prise de risque quand t'es patron. Alors oui, t'as des patrons qui réussissent, mais faut encore que ton entreprise, elle fonctionne. C'est marrant, comme en France, un patron, il gagne obligatoirement plus de pognon que les autres. Ah non. Je peux vous garantir qu'il y a plein de patrons, soit ils gagnent rien, soit ils ont perdu beaucoup, ouais. C'est bien rare les patrons au SMIC. Non, t'as des patrons, ils sont même pas au SMIC. Ils se payent quand ils peuvent. Franchement, vous avez une vision... Enfin, je veux pas faire non plus... mais vous avez une vision hyper caricaturale des patrons. Vous avez une vision des années 40 des patrons, en fait. Va demander à Sylvain et Pierre s'ils gagnent plus que leur monteur à Villebrequin. Tu sais, tu peux prendre des exemples dans tous les secteurs. Bien sûr, un patron qui réussit, et Villebrequin, c'est une chaîne qui réussit. Bien sûr qu'ils gagnent plus que leur monteur. Le patron de LVMH, c'est sûr qu'il gagne plein d'argent. Mais vous voulez qu'on pourquoi vous parlez jamais des patrons qui ne gagnent pas d'argent ou même qui font faillite ? Ça, c'est marrant, on n'en parle jamais quand on fait quand on dit les patrons tous pourris. Et les patrons qui en crèvent d'être patrons, on n'en parle jamais de cela. Et il n'y a personne pour les défendre en plus. Désolé, je fais un peu mon militantisme, mais parfois ça m'énerve. Ça m'énerve, on pense jamais à ceux qui prennent des risques aussi pour monter des boîtes et qui se retrouvent le bec dans l'eau. Les agriculteurs sont des patrons, les artisans sont des patrons. Et il y en a qui se retrouvent... Regardez en ce moment les restaurateurs.
Je suis pas sûr qu'on descende vraiment dans la rue pour les restaurateurs qui se retrouvent ruinés en ce moment, qui ferment boutique et tout, quoi. Villebrequin, ils ont rien gagné pendant des années. Ça, je me doute, ouais. Villebrequin n'a pas toujours été une chaîne énorme, hein. Franchement, là, je suis désolé, hein, c'est mon coup de gueule du matin, mais j'en ai marre de ce caricaturisme des vilains patrons riches. Et en fait, le truc, c'est que tout ça manque de nuances. Bien sûr qu'il y a des vilains patrons hyper riches et milliardaires, mais il n'y a pas que ça comme patron quand même. Et franchement, il y a quand même un moment, s'il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'entreprise, quoi. Ou alors, on passe à un système d'économie planifiée, et c'est l'État qui gère toutes les entreprises, toute la production, et c'est l'État qui vous donne un travail, c'est l'État qui décide de votre augmentation, c'est l'État qui décide ce que vous devez acheter et ne pas acheter. Ça s'est fait dans l'histoire, ça se refera peut-être, mais à ce moment-là, c'est tout un autre système économique. Sans création de richesse, il n'y a plus de redistribution de richesse, que ce soit clair. Il y a un moment, moi je suis le premier à dire il faut vraiment penser au partage du gâteau, mais il ne faut jamais oublier de faire un gâteau. Ça paraît con, hein, ce que je dis, mais n'empêche, pour moi, c'est un truc fondamental dans ma vision sociale et économique du monde. Je suis 100% le partage du gâteau. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il y en a qui ne pensent même pas à « Ouais, mais on va faire comment le gâteau ?» Il faut faire un gâteau pour le partager, quoi. Vous allez nous l'énerver. Bon, Jérôme, tu peux nous rappeler combien d'eau de cuisson il faut utiliser pour la sauce des pâtes? Alors, ça, c'est à l'instinct, Olek. C'est ce qui fait la différence entre un bon cuistot et un mauvais cuistot. L'instinct. Ta recette va peut-être dire tant de millilitres. Ça marchera jamais comme ça. Bientôt, bien sûr, un gâteau avec du beurre, hein, parce qu'un bon gâteau breton. Salut, selon toi, quel risque pour une entreprise à tout passer sur le cloud Google, conteneur, hébergement, si on se fâche avec les ricains? Je peux pas te dire que tu as un risque zéro. Il faut pas oublier non plus que si, par exemple, tu te lances dans un business qui est concurrent de celui de Google, ils ont quand même un petit peu accès à tes données, donc il faut faire gaffe à ce qu'on met sur leur cloud. Moi, j'aurais tendance à conseiller, quand c'est possible aujourd'hui, de plutôt être dans la souveraineté européenne. Au niveau du cloud, il y a des solutions qui existent. Elles sont peut-être pas aussi hype que celles de Google, mais tu as des choses chez OVH, etc. De plus en plus d'offres vont garantir une souveraineté européenne au niveau du data, et c'est quand même intéressant. Il faut faire un gâteau pour le partager. Ouais, non, mais ça paraît con, mais souvent, j'ai l'impression qu'on oublie quand même qu'il faut faire un gâteau avant de le partager. De rien, Fiodor, de rien. C'est toi qui avais posé la question sur l'hébergement? Oui. On va arrêter bientôt, Samuel. Pas de stress. Mais tu vois, il est 9h32, on est quand même très raisonnable, là. Ça me va pas. Que donne la loi sur IA en Europe? On est un petit peu en retard, mais ça s'accélère. Ça s'accélère. Je crois que les enjeux sont relativement bien compris, hein, quand même. Dans les années 60, 80-90% des richesses, c'était pour 99% de la population. Et 2010, 80-90% des richesses partaient chez 10% les plus riches. Alors, Wolstein, on va peut-être pas partir dans une analyse économique, mais je suis d'accord qu'en ce moment, il y a des fluctuations plutôt négatives avec des concentrations de richesses qui ne sont pas admissibles. Et je suis le premier à dire, les ultra-riches aujourd'hui, c'est un vrai problème économique. Ça, on est d'accord. Mais prends une période de l'histoire un petit peu plus grande. La concentration des richesses à d'autres périodes de l'histoire était bien plus grande qu'aujourd'hui. Donc je ne dis pas qu'on est arrivé à quelque chose de bien, mais il faut aussi mesurer le progrès quand il y en a.
C'est-à-dire quand même la répartition des richesses. Le problème aujourd'hui, et notamment avec l'arrivée d'Internet, c'est que ça a permis des concentrations de richesses techniques comme jamais auparavant. Donc je suis d'accord, il y a des Crésus. Alors, si, il y a déjà eu des concentrations de richesses comme ça dans l'Antiquité avec certains rois, Crésus notamment, avec des concentrations extrêmement fortes. Mais justement, partons de ces périodes-là, du féodalisme, etc. Je veux dire, des concentrations de richesses, elles étaient incroyables. En plus, elles étaient complètement admises du fait même de ta naissance, tu vois. Donc, je dis pas qu'on n'est pas dans une société aristocratique, bref, par l'argent. Je dis pas qu'on n'est pas arrivé à un bon système, mais personnellement, je préfère vivre en 2023 qu'en 1023 ou qu'en 23. Voilà, pour être simple. Le vendredi, d'accord, c'est raisonnable, mais pas le lundi. Ça va, Samuel, t'es pas ma mère, hein. Faut couper, je dois aller relever mes pièges à Parisien et refaire des appâts en bouteille Roavo. Salaud. Ouais, c'est bon, hein, les Lyonnais, on vous connaît aussi, hein, pour vous piéger, là. Un petit saucisson en croûte, là, ou un petit Jésus, là. Hein? Une petite quenelle, là, en sauce, là. Hop, attrapez le Lyonnais. Sinon, les gens n'arrêtent pas d'acheter des produits LVMH s'ils veulent lutter contre Bernard Arnault. Oui. Moi, je vous dis juste un truc tel que je le pense. Agiter le hochet du « tous vos problèmes seront résolus quand on aura tué les riches ou qu'on aura mangé les riches », c'est un vieux hochet de l'histoire qu'on agite souvent dans des périodes pour détourner votre attention. Je dis ça comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème. Mais de vous dire que la solution à tous les problèmes, c'est de prendre plus d'argent aux riches, et généralement, en termes économiques, un hochet qu'on vous agite pour vous calmer. Voilà. C'est ma lecture de l'histoire, c'est une opinion personnelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème avec la concentration des richesses, mais méfiez-vous quand même. Niveau de vie de la classe moyenne a aussi beaucoup augmenté depuis les années 60, ouais. Mais alors, qui on mange? Honnêtement, j'adore cette expression, manger les riches. J'adore ça. Non, mais je la trouve très... C'est intéressant. C'est l'Apple Watch Ultra, le hochet. Honnêtement, l'Apple Watch Ultra, je suis d'accord que c'est un prix indécent. Mais en termes de montre, c'est certainement pas la montre la plus indécente qu'il existe. Bonjour, je viens d'arriver, on peut reprendre depuis le début, s'il vous plaît. Alors, Zoltar, il y a une solution miracle. Ça s'appelle le replay. Et il sera disponible ce soir gratuitement à 9h sur YouTube. Si tu es contributeur, tu l'as tout de suite, le replay. Et si tu subs ou Prime, vous l'avez tout de suite sur la chaîne. Elle est magnifique, la vie. Justement, si on me donne une partie des riches, ça va bien m'aider, justement, le hochet. C'est plus que nous parler des fraudes, c'est que des riches. On peut avoir des... Moi, je vous ai donné mon opinion. Je me méfie beaucoup quand le message facile, la réponse facile à des problèmes complexes, c'est il faut prendre plus d'argent aux riches. C'est généralement annonciateur d'une belle douille. dans l'histoire. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème avec la concentration des richesses. Après, on a déjà essayé... Ah oui, plein de fois, Vaya, dans l'histoire. Plein de fois. Là, encore une fois, lisez l'histoire, pas celle de Maître Gims. Lisez la vraie histoire. Hein, la vraie histoire. C'est bourré d'enseignements sur des erreurs qu'on a déjà faites, mais qu'on s'entête à refaire.
Ah ben oui, Vaea, on peut estimer par exemple que les tentatives de l'URSS, etc., c'était une réaction au capitalisme. Et on peut aller dans les extrêmes. Ce que les Khmers ont fait au Cambodge, il y a eu des tentatives effectivement de politique violemment anti-riche, de répartition forcée des richesses. Généralement, la première sacrifiée dans ce genre de truc, c'est quand même la liberté, oui. Allez, il faut quand même que je coupe, là, on est en train de partir sur autre chose. On est en train de passer à autre chose. Mais ce qui est intéressant aussi, hein. C'est mort, il va pas lâcher le micro ce matin. Détrompe-toi, Olek. Mon esprit de contradiction... Oh, puis non, en fait, je vais peut-être le garder. Parce que je sens que tu mises sur mon esprit de contradiction. Ah non, j'ai jamais dit que le système capitaliste est une réussite à 100%. C'est clair. Je vous donne un dernier conseil avant de partir. Regardez le mini-film Tetris. Je pense que pour les plus jeunes d'entre vous, ça vous rappellera, même si c'est du divertissement et que c'est pas très réaliste, mais ça rappellera peut-être à certains plus jeunes d'entre vous ce qu'était l'URSS, même vers la fin, même sous Gorbatchev. Hein. Ah oui, non, mais je suis d'accord, faudrait qu'on essaye autre chose. Mais pour l'instant, les propositions de l'anticapitalisme, les propositions faites, moi, je les trouve pas très séduisantes et très liberticides. Mais c'est mon opinion, hein. Ah oui, il y a eu pire que l'URSS, bien sûr. Bah, je parlais des Khmers tout à l'heure. Voilà, les Khmers, allez lire l'histoire des Khmers, hein. Faut arrêter d'agiter les vieux poncifs du siècle dernier, le monde a changé. Ouais, mais en même temps, chien GPT, c'est toujours bien de relire l'histoire pour essayer d'en extirper des enseignements, sinon on va s'évertuer à faire les mêmes erreurs tout le temps. Je dis pas que l'histoire doit nous scléroser, mais c'est important de comprendre d'où on vient pour savoir où on va. C'est pas de moi cette phrase, mais elle est très vraie. C'est très important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Oh, les Khmers, moi j'ai visité, surtout, on était au Cambodge, j'ai visité le musée. J'ai beaucoup lu sur les Khmers quand j'étais jeune. Allez, sur ce, j'ai envie de continuer, mais il faut que je vous laisse. On va faire un petit raid. On va faire un petit raid. On va faire un petit raid. Tiens, ma Planète de Caro, ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit raid chez Planète de Caro. On va faire un petit raid chez elle. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. Demain, vous retrouvez Marion. N'oubliez pas que à partir de vendredi 18h, on sera au Battle for pour tout le week-end. Lundi prochain, il n'y a pas de mug. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Normalement, il y a une vidéo qui sort cette semaine, je crois. Sinon, allez voir la dernière vidéo sur Rappel. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous fais des gros bisous. Et moi, je vous retrouve mercredi. Et demain, c'est Marion qui vous retrouve. Ciao, ciao!